Bien, nous arrivons au moment fatidique, celui où on va découvrir les lauréats du trophée 2023 du dirigeant financier secteur public. Alors, on est très heureux d'organiser cette manifestation. Elle permet évidemment de valoriser ce métier qui est au cœur de nos préoccupations. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez adhérer à la DFCG, il n'y a aucun problème, vous pouvez le faire tout de suite. Et puis si vous n'avez pas envie, faites en sorte que l'envie vienne et que donc vous adhériez à la DFCG. On est très heureux de vous accueillir parce que plus on est nombreux et plus on peut développer des manifestations comme celle-ci. Alors je voudrais appeler maintenant les partenaires de cette manifestation. Dorothée Bell, que vous avez déjà vu, Hélène Barrios, que vous avez vu également, et David Mérigonde pour Michael Page, que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir. Donc Dorothée, c'est la deuxième édition à laquelle vous participez. Donc vous avez un taux de participation de 100%, si je compte bien. Hein, si je compte bien. Qu'est-ce qui vous motive en tant que partenaire pour participer à cette manifestation? Il faudrait un micro là, s'il vous plaît. Tiens, mettez-vous là en attendant. Je me mets là quelques secondes. Oui, alors nous, on est absolument ravis chez EY d'être de nouveau, effectivement, les partenaires de cette édition des trophées du DAF secteur public. C'est vraiment un prix unique en son genre en France et il fait rayonner cette fonction, cette filière, ce métier. Et c'est ça, nous, qui nous plaît beaucoup et qui met à l'honneur des talents. Donc, vous allez le voir, il y a vraiment des beaux projets cette année. Et donc, pour cette seconde édition du jury, moi, je voulais simplement mettre en emphase le fait qu'on a vraiment eu des belles candidatures avec la particularité d'embrasser une grande variété. Une variété à la fois dans les profils des organisations publiques qui ont candidaté. On retrouve des collectivités, des ministères, des opérateurs, mais également des établissements de santé, des instituts de recherche. Donc ça, on était très contents d'avoir cette diversité-là. Et puis des projets qui portent sur aussi une diversité de projets innovants. Vous allez le voir, des projets à la fois technologiques, mais également portant sur la maîtrise des risques, sur le pilotage de la performance et puis sur la mesure de l'impact dont on a parlé tout à l'heure. Donc un très beau succès et hâte de vivre avec vous les résultats et la remise des trophées. Merci, merci Dorothée. Hélène Barrios pour CGI. Dans la continuité de ce qui a été mené pour tout ce trophée, nous voulions partager avec vous finalement ce que nous recherchons dans le cadre de ces dossiers qui sont présentés. Il y a un élément important, c'est l'innovation. Et au travers de cette innovation, ce que nous regardons, c'est la portée, les impacts des innovations qui sont présentées, avec le souhait de pouvoir finalement partager avec vous des impacts mesurables. Et c'est parfois d'ailleurs la difficulté, innovation versus impact et mesures déjà finalement définis. C'est peut-être parfois là où certains projets très très intéressants ont amené pas mal de débats parce que les mesures n'étaient encore pas suffisamment étayées pour pouvoir nous engager sur ces candidatures. Et puis bien sûr, la portée managériale ou organisationnelle des projets est regardée. Et c'est avec, on le sait, exigence et bienveillance que nous regardons tout cela, puisque les personnes qui viennent présenter leur projet ont un dossier très étayé et sont ensuite présentent leur dossier en audition auprès de leurs pairs, ainsi que des partenaires. Et on a eu l'honneur d'avoir Christian Charpy cette année pour présider ce jury. Bonjour à tous et toutes, vous m'entendez? Oui, normalement c'est bon. Donc moi c'était plutôt pour vous présenter la question du sourcing, sujet peu prégnant aussi pour un cabinet de recrutement. Sourcer des candidats, pour une fois on n'était pas tout seul et on était loin d'être seul pour pouvoir trouver des candidats pour cette seconde participation au prix du directeur financier. Alors on avait un peu de chance, c'est que l'année dernière, a priori,
le premier événement et la première édition a été un franc succès. Ceci étant, c'est pas toujours évident de trouver des candidats qui vont pouvoir s'investir, parce que c'est un vrai investissement dans le cadre de ce prix. Et c'est avant tout un travail collectif. C'est un travail collectif de la part de tous les partenaires. Là-dessus, on a des casquettes réseau, et c'est ces casquettes réseau qu'on va pouvoir utiliser. Et c'est pas simplement l'apanage d'un cabinet de recrutement, c'est aussi le travail de la DFCG, parce que vous avez un réseau qui fait envie, et beaucoup de candidats sont issus de ce réseau pour pouvoir y participer. Donc voilà, le maître mot, c'est un travail collectif. Après, on va pas trahir des grands secrets non plus sur la question du sourcing et donner des idées, mais ça se résume à beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de communication, et là aussi, elle a été très très bien faite par les équipes de DFCG sur les différents vecteurs aujourd'hui qu'on peut connaître. Et puis ensuite, notre connaissance à tous les participants membres du jury, des organisations, de ce qui s'y passe, de manière à pouvoir identifier des candidats qui vont pouvoir présenter et valoriser leur structure, que ce soit effectivement collectivité, fonction publique hospitalière, fonction publique d'État, établissements publics administratifs, industriels et commerciaux, et opérateurs, et je dois en oublier, mais peut-être que l'année prochaine, d'autres participeront. Voilà. Merci beaucoup, David. Merci, Hélène. Merci, Dorothée. Merci, David. Vous pouvez reprendre vos places. Posez les micros là. Et j'appelle Christian Charpy. Christian Charpy, président du jury. Il va vous expliquer l'extrême difficulté de sa tâche, parce qu'elle fut effectivement difficile. Vous connaissez tous Christian Charpy, ancien conseiller social du Premier ministre, ancien directeur général de l'ANPE et maintenant président de chambre à la Cour des comptes. Je le laisse prendre la parole. Bien, bonjour à tous et merci beaucoup de m'avoir invité. D'abord, de m'avoir demandé de participer à ce jury. C'était une expérience absolument passionnante. D'abord, je voudrais vraiment remercier aussi la DFCG de l'organisation de cette matinée ici. C'est vrai que la Cour des comptes, c'est quand même le domaine où on examine les comptes et la gestion des organismes publics, dont souvent les uns et les autres, vous êtes les directeurs financiers. Alors, les collectivités locales, ce sont nos collègues des chambres régionales qui le font. Les administrations publiques d'État, c'est plutôt nous. Et donc, c'était vraiment important de le faire ici. Je crois que c'est la seconde année que ça se fait. Et je suis aussi content que Pierre Moscovici ait pu prendre le temps de venir ouvrir la séance ce matin. Je crois que tout le monde est absolument conscient que les directeurs financiers jouent un rôle absolument majeur dans l'amélioration de l'efficience, de l'efficacité de nos politiques publiques. Ils justifient le fait que tous les citoyens ont droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est ce que nous faisons ici, mais aussi c'est ce que nous faisons avec vous. Je voudrais souligner que les auditions ont été absolument passionnantes, objectivement. C'était très intéressant d'avoir à la fois le dossier écrit, qui était très complet, très documenté, grâce au travail de normalisation, un peu fait par la DFCG, mais c'est normal qu'on normalise. Et puis les présentations orales ont été absolument passionnantes. Alors qu'elles se soient faites en visio ou en présentiel, comme on dit aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose. C'était passionnant et en tout cas, ça n'a pas influé sur les choix du jury, puisque on trouve aussi bien des gens qui ont été en visio ou en présentiel dans les choix que nous avons faits. Donc, une très bonne qualité de travail et c'était absolument passionnant. Merci, Christian. Les délibérations du jury ont-elles été faciles et simples ou plus compliqué de choisir? Non, c'était compliqué parce qu'il y avait beaucoup de dossiers passionnants, de très grande qualité, qui étaient très diversifiés par leur origine. Il y avait 3 collectivités locales, 2 établissements publics, un ministère, une fondation, donc une grande diversité des structures considérées, une grande diversité des thèmes. Certains ont été évoqués ce matin, le contrôle interne, la maîtrise des risques, le financement des investissements, la programmation stratégique, la question du budget sensible aux gens. Donc vraiment des très grandes diversités de dossiers. Et puis des niveaux de maturité, mais je crois que ça a été évoqué par l'une d'entre vous tout à l'heure, c'est des niveaux de maturité qui étaient un peu différents. Et donc effectivement, on pouvait dans certains cas être un peu au début du sujet et puis dans d'autres cas à la fin. Avec donc des résultats qui étaient plus ou moins appréciables. Donc, difficile de juger dans ces conditions-là, mais enfin, un jury très soucieux à la fois de défendre ses préférences et en même temps d'arriver à un consensus. Alors, une des caractéristiques de la Cour des comptes, c'est la délibération collégiale.
on passe beaucoup de temps dans des réunions à écouter des rapports qui sont présentés par des rapporteurs et à essayer de trouver une solution consensuelle et collégiale. Et donc, la richesse de la Cour, c'est sa collégialité, et j'ai essayé, dans mon rôle de président du jury, de faire partager cette exigence de collégialité avec l'ensemble du jury. Je crois que ça s'est bien passé. Oui, Christian Charpuy est très modeste parce qu'effectivement, il a réussi un exercice qui ne me paraissait pas du tout évident. Nous avions 7 candidats et franchement, tous pouvaient être lauréats. Il n'y en a pas un seul qui méritait d'être écarté. Et donc, dans ces conditions-là, avec un jury d'une dizaine de personnes, parvenir à arriver à un consensus sans que cela provoque de réactions hostiles était un exercice vraiment pas facile. Et je voudrais vraiment remercier Christian Charpuy qui a mené ça avec talent, calme et fermeté à la fois, ce qui fait que le résultat est excellent. Il est vrai que s'il y en avait eu 3 autres, il eût été excellent aussi. Mais bon, le rôle d'un jury, c'est bien, in fine, de choisir. Alors, puisqu'on en parle, je vais citer les noms des membres du jury pour qu'ils soient victimes après des non-lauréats. Damien Abreu, le délégué général de la DFCG. Il peut se lever, Damien? Il est là? Voilà. Philippe Baron, que vous avez déjà vu, qui n'a pas besoin de se relever parce que vous le connaissez. Hélène Barrios, pareil, elle n'a pas besoin de se relever. Dorothée Bell, pas plus. Agnès Chauvel, oui, du département des Yvelines, elle doit se... Raphaël Éloi, de la Cour des comptes, elle est là, merci. Diane Girard, des Alpes-Maritimes, elle est là, lauréate l'année dernière, du premier jury. Emmanuel Laurent, il est là, Emmanuel, oui, je l'ai vu. Il est là, voilà. David Mérigonde, on l'a déjà vu. Et Denis Rebera de Business France. DAF de Business France, il est où, Denis? Il est là. Merci beaucoup. Alors, je reprends mon papier parce que vous pensez bien que tout ça est millimétré au millimètre près. Et donc, présentation des candidats nominés. Et donc, Christian, c'est à vous d'expliquer comment vous avez retenu les candidats et qu'ensuite que nous les fassions intervenir pour présenter leur dossier. Merci. Donc, comme l'a dit Jacques, on avait sélectionné 7 dossiers qui nous paraissaient très, très bons. Les noms voici des candidats, leurs photos sont là. Donc, c'était compliqué d'arriver à trouver initialement un seul trophée, et comme nous sommes courageux mais pas non plus téméraires et qu'il fallait récompenser beaucoup de choses, on a été courageux parce qu'il y a 4 dossiers qu'on a laissés un peu de côté parce qu'ils n'étaient pas au même niveau de maturité que les autres, même s'ils étaient excellents ou que leurs résultats n'étaient pas encore visibles. Et on a sélectionné 3 dossiers pour remettre à la fois un grand prix et 2 prix spéciaux. Et donc, je vais demander à 3 membres du jury de monter sur scène, Agnès Chauvel, Diane Girard et Emmanuel Laurent, pour qu'ils puissent présenter chacun un lauréat, présentation dans l'ordre alphabétique, et ensuite chacun des lauréats aura quelques minutes, 5, 6, 7 minutes maximum, pour, comme on dit dans le langage aujourd'hui, pitcher sur son projet. Donc, Anne Chauvel. Bonjour à tous et à tous. Alors moi, j'ai le plaisir de vous présenter Paul Bérard, qui nous a présenté, déjà soumis un projet très pertinent sur les enjeux du RSE dans nos métiers de directeur financier, et qui est un peu en terrain connu aujourd'hui, puisqu'il a été rapporteur général adjoint du budget de l'État auprès de la Cour, et auparavant rapporteur auprès du Haut Conseil des finances publiques. Et il a exercé aussi différentes fonctions budgétaires à Bercy, en termes de synthèse budgétaire, de négociation aussi budgétaire européenne. Et il a également été, en 2011, conseiller financier sur les sujets sociaux auprès du ministre du Budget. Mais aujourd'hui, c'est en tant que directeur général adjoint des services au sein de la région Île-de-France, donc en charge des finances et de l'Europe, que nous l'accueillons dans le cadre de ce prix. Oui, vous venez sur scène.
Je pense que Paul connaît assez bien la Cour des comptes, puisqu'il a quand même passé 4 ans, et je crois que je l'ai fait souffrir quelques années aussi, donc j'en suis ravi qu'il soit là aujourd'hui. Merci beaucoup. Parfait. Bonjour à tous. Je suis président du jury. Merci beaucoup pour cette opportunité. Vous récompensez aujourd'hui des directeurs financiers. La vérité, c'est que vous récompensez aussi des équipes et des institutions qui travaillent de longue date sur des projets. Donc je salue les membres de l'équipe de la région Île-de-France qui sont là aujourd'hui. En quelques mots, le projet que nous avons choisi de soumettre cette année est un projet autour de l'endettement de la collectivité. La région Île-de-France émet des émissions obligataires directement sur les marchés financiers. On fait très peu de bancaires et donc on émet environ entre 500 et 700 millions d'euros par an, avec cette caractéristique de continuer à maîtriser cet endettement. La capacité d'endettement de la collectivité, c'est 4,4 années, ce qui est relativement faible pour une structure publique, et nous avons stabilisé la dette en volume depuis 2016. En dépit de cela, nous continuons à émettre de façon régulière sur les marchés financiers donc, et la région Île-de-France a été la première collectivité en Europe à émettre des emprunts verts dès l'année 2014. Donc ça fait maintenant près d'une dizaine d'années qu'on émet chaque année des emprunts dits benchmark, donc d'un minimum de 500 millions d'euros sur les marchés financiers. C'est quoi l'emprunt vert? Ça vous a été présenté auparavant dans la table ronde qui était passionnante, et notamment Madame Ancelin d'IDFM qui s'est lancée dans les mêmes caractéristiques récemment. C'est des emprunts où on doit rendre compte à un partenaire investisseur, généralement international, on doit rendre compte du fléchage, du fait qu'on est fléché l'emprunt que l'on lève, son argent à lui, d'investisseur, vers le financement effectif d'un projet. Ça implique en réalité un reporting qui est relativement robuste, et c'est l'objet du projet que nous avons présenté cette année devant le jury. C'est que nous avons changé notre reporting, notre cadre d'émission en 2021 pour s'aligner aux meilleurs standards européens, et notamment ceux qui vous ont été présentés la table ronde précédente, et notamment la taxonomie européenne, à ceux de l'ICMA, l'Institut national, l'institution nationale sur le capital market, et au Green Bond Principal des Nations Unies par ailleurs. Cela, nous l'avons fait, ça a pris une grande année de travail, travaux avec les banques et certifié ensuite par Vigeo Eiris comme étant le cadre d'émission justement le plus exigeant en Europe actuellement. Et on est très fiers de cela parce que en interne, ça nous oblige à travailler avec l'ensemble des unités opérationnelles et donc avoir un travail encore plus fin de suivi de nos projets et de rendu compte. Il se trouve que ça a des vertus également financières puisqu'on considère qu'il y a une sorte de greenium, c'est-à-dire qu'une prime sans doute financière quand on sort sur le marché financier avec un prix légèrement inférieur pour la collectivité qui émet en vert, au-delà évidemment de l'aspect promotion du développement durable. Dernier point, la région travaille avec d'autres collectivités maintenant en Europe, au Portugal, en Italie, République tchèque et en Belgique, pour justement monter un projet Interreg et essayer de promouvoir son cadre d'émission. Voilà le projet qu'on a présenté. Merci beaucoup aux membres du jury de nous avoir permis de le faire, et merci pour l'opportunité aujourd'hui à nouveau de vous le présenter ce matin. Merci. Merci beaucoup Paul Bérard. Merci beaucoup. J'appelle Diane Girard qui va nous présenter le candidat Adrien Hugereau. Anne Girard, lauréate l'année dernière. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous présenter Adrien. Donc, après des études supérieures réalisées entre Sciences Po Lille, le Canada et l'Université Sorbonne à Paris, Adrien a fait le choix de s'orienter vers le service public, dont il partage les valeurs et les objectifs. Après avoir réussi le concours de directeur d'hôpital de l'École des hautes études en santé publique en 2015, Adrien a rejoint à sa titularisation en 2018 le Centre hospitalier régional universitaire de Nancy. D'abord comme directeur en charge de la conduite de projet, et ensuite comme directeur en charge des recettes, de la facturation et de la performance, poste qu'il occupe actuellement. Merci Diane. Monsieur Adrien Hugereau peut-il venir sur scène pour nous présenter... Oula, il boite, Monsieur Hugereau.
J'espère que ce n'est pas un membre du jury qui vous a fait ça. Non, pas du tout. Ce n'est pas un membre du jury, puisque M. Hugereau avait fait sa présentation en visio, nous expliquant qu'il était passionné de choses, dont le football, et que le football avait été à l'origine du fait qu'il ne pouvait pas venir et se déplacer. Donc, apparemment, ça va un tout petit peu mieux. Ça ira encore mieux après de passer sur le billard la semaine prochaine. Mais merci beaucoup de m'avoir permis de défendre le projet en visio. Bonjour déjà à toutes et à tous. Effectivement, je m'appelle Adrien Hugereau, je suis le directeur en charge des recettes, de la facturation et de la performance au Centre hospitalier régional universitaire de Nancy. Et comme mon collègue, je suis à la fois honoré et fier de pouvoir avoir l'occasion de vous présenter un projet RPA qui est un projet collectif des équipes de la DEFAC du CHU, qui est né d'un constat que vous avez peut-être fait également dans vos organismes respectifs, qui est celui qu'au niveau des directions financières, ou au moins au niveau de la direction de la facturation du CHU, la DEFAC, on est assez fort et parfois un peu poussé par la réglementation pour créer des processus complexes, lourds, qui sont très cadrés et finissent par être sécurisants, mais au final peuvent se disséminer en différentes tâches qui sont chronophages, répétitives, qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Et on a atteint un point où on a décidé de se poser la question de comment on pouvait traiter ça au CHU, parce qu'il y a deux risques finalement derrière. D'une part, un risque d'erreur. Quand on demande à un agent de faire 100, 200, 300 fois la même chose d'affilée, fatalement il y a un peu de lassitude et le risque d'erreur augmente avec des conséquences dans un hôpital sur les dossiers patients ou sur l'identitovigilance. Et puis le deuxième risque, c'était un risque RH pour nous, puisque quelqu'un qui n'est pas stimulé au quotidien va probablement légitimement avoir tendance à aller voir s'il ne peut pas l'être un peu plus ailleurs. Et sur des postes assez techniques comme ceux qui sont concernés, c'était un gros risque pour nous, parce que ça demande de retrouver quelqu'un et de le reformer à nouveau. La solution qu'on a trouvée pour réduire ces deux risques, c'est le projet RPA. Alors, RPA, c'est l'acronyme pour Robotic Process Automation. Voilà, l'anglicisme s'est imposé malgré moi, mais grosso modo, l'idée qu'il y a derrière, c'est de chercher toutes ces tâches qui sont chronophages, répétitives à faible valeur ajoutée, pour les automatiser par assistance robotique et en décharger les agents qui en étaient responsables jusqu'à présent. Donc pour faire ça, on a travaillé en 5 temps, grosso modo. Le premier, ça a été l'identification de toutes ces tâches, donc qui répondent aux 3 critères que j'ai cités, plus qui sont basés sur de la donnée structurée, plus sur des processus et des règles de gestion claires. La deuxième étape, ça a été de prioriser au sein des 13 processus qu'on avait trouvés, les 4 qu'on allait industrialiser, avec 2 objectifs. D'une part, maximiser le retour sur investissement, parce qu'on avait un besoin d'évangéliser et de convaincre d'autres secteurs de se mettre à la démarche. Et le deuxième objectif, c'était de garantir l'équité entre les 3 secteurs de la DEFAC. Moi, ça me semblait important que tout le monde soit servi. La troisième étape, une fois qu'on a eu nos 4 processus, ça a été de les séquencer vraiment tâche par tâche, voire clic par clic, puis éventuellement de faire évoluer ou de recadrer les règles de gestion pour pouvoir les faire comprendre et réaliser par le robot. 4e étape, création de l'environnement numérique. Et 5e étape, test puis mise en production au sein des secteurs concernés. On a été beaucoup aidé pour ça, d'une part par un prestataire externe qui nous a apporté son expertise, sa connaissance du sujet et ses compétences en termes de développement, compétences qu'on n'avait pas au CHRU. Et puis en interne, par notre direction des systèmes d'info pour la création de l'environnement numérique et par notre direction de la communication pour le partage des premiers résultats. Donc je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier. Grosso modo, on est arrivé au bout du projet à créer 4 robots en l'espace de 8 mois, entre février et octobre 2022. Ce qui est un temps relativement court et conforme au calendrier initialement envisagé. Donc c'est un des motifs de satisfaction qu'on a tiré de ce projet. Je ne vais pas trop détailler le contenu des processus parce que je ne veux pas emboliser le temps et que ça parlera surtout aux initiés de la facturation hospitalière. Mais grosso modo, ce qu'on a retenu, c'est la gestion des rendez-vous planifiés qui représente des dizaines et des dizaines d'heures par jour dans un CHU, la refacturation de masse, la validation des mouvements aux urgences et la fermeture annuelle des séances. Ça, c'est pas forcément à retenir. Ce qui me semble plus intéressant, c'est 2 chiffres. Le premier, c'est 1600 pour 1600 heures. Grosso modo, au départ, quand on a retenu ces 4 processus, on a chiffré à 3200 heures le temps humain nécessaire pour les réaliser par mois. Après robotisation, on est tombé à 1600, donc une division par 2, et un gain net de 1600 heures hommes, ce qui est assez colossal. Le deuxième chiffre, c'est 500 000 ou 1,5 million.
Je vous disais tout à l'heure qu'on faisait de la refacturation de masse. Jusqu'à présent, on avait toute une série de dossiers pour lesquels les montants étaient trop faibles et le temps homme à y consacrer trop important pour qu'on puisse les refacturer. Avec le robot, on peut désormais le faire et c'est un peu plus de 40 000 € qu'on dégage en recettes supplémentaires par mois, ce qui nous fait vite un demi-million d'euros. À mon sens, c'est les deux chiffres les plus intéressants. Moi, en tant que manager au niveau de la direction de la facturation, j'ai d'autres éléments de satisfaction. Le premier, c'est la méthode, puisqu'elle a été de bout en bout participative. Moi, je suis assez convaincu par ces approches-là et je trouve que ce projet permet de montrer qu'on peut faire du participatif et en même temps maximiser le retour sur investissement, ce qui n'est pas toujours entendu ou accepté. Le deuxième élément de satisfaction, c'est celle qui est exprimée quotidiennement par les agents, puisqu'ils ont gagné en connaissances à la fois sur la thématique, les innovations en cours en termes de robotique et en termes de compétences, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui lancent, qui arrêtent et qui exploitent les rapports de chaque robot, ce qui fait qu'ils sont passés d'une tâche progressivement de production à faible valeur ajoutée à une tâche d'analyse. Donc ça a redonné un peu de sens à leur métier. Et puis le dernier point, motif de satisfaction, c'est le fait que on est sur un projet qui est réplicable, qui peut être dupliqué ailleurs. Ça va être un peu de nos objectifs au sein du CHRU, de viser d'autres secteurs, mais ça peut aussi concerner d'autres établissements, d'autres collectivités, d'autres administrations centrales, et donc c'est vraiment un plus. En conclusion, pour ne pas prendre trop de temps, du coup, à nouveau aujourd'hui, à quel point je suis fier. On est fiers au CHRU parce que c'est vraiment un travail collectif et je remercie les équipes de la DEFAC d'avoir pu mener à bien ce projet et de trouver une occasion de vous le présenter aujourd'hui, parce que ça nous semble bénéficier à peu près à tous, c'est-à-dire à nos patients avec une fiabilisation de leur venue et un temps homme qu'on peut rediriger de la facturation vers de l'accueil humain physique. Ça bénéficie évidemment à nos agents qui se ressentent sur de la valeur ajoutée et dont on améliore la qualité de vie au travail, et puis ça bénéficie au CHRU en tant qu'institution au regard des recettes nouvelles que je vous ai évoquées. Donc merci encore de m'avoir permis de présenter ça. Et je voudrais remercier aussi à cette occasion Madame Frédérique Marante, c'est notre attachée principale à la direction de la facturation depuis à peu près 30 ans. Elle fait valoir ses droits à la retraite à la fin du mois. Elle a été très mobilisée là-dessus, comme sur d'autres projets. Donc c'est l'occasion pour moi de la saluer. Merci. Merci beaucoup Adrien Hugereau. J'appelle Emmanuel Laurent, qui va nous présenter Françoise Periola de l'Institut Pasteur. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous présente Françoise Periola. Elle est née à Lyon. Elle a travaillé l'essentiel de sa carrière dans le groupe Danone, a exercé de très nombreuses responsabilités comme directrice financière tant en France qu'à l'international. Elle a été également administratrice indépendante dans une PME cotée à Euronext Croissance et a occupé plusieurs mandats d'administratrice. Merci. Attendez, pardon. Non, je pensais que ça ne marchait plus. Depuis octobre 2018, Françoise exerce aussi des fonctions au sein du conseil d'administration de Monsieur Bricolage. Et enfin, depuis janvier 2019, c'est à ce titre-là qu'elle nous présente. Elle est la directrice financière de l'Institut Pasteur et donc elle présente un dossier de refonte du pilotage des projets d'investissement technologique et immobilier pour l'ensemble de l'Institut. Merci beaucoup Emmanuel, merci. J'appelle Françoise Periola à venir sur scène pour présenter son projet. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je suis absolument ravie d'être ici aujourd'hui. Merci à la DFCG pour l'organisation de ces événements, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le contexte particulier de la remise d'un prix. Mais en fait, plus généralement, c'est quand même des rencontres, Financium, etc. Et pour moi, c'est toujours des belles occasions de partage et d'enrichir nos réflexions, en fait. Donc, merci à la DFCG et aux partenaires de cet événement. Donc voilà, je suis Françoise Periola, directrice financière de l'Institut Pasteur. Et effectivement, j'ai présenté ce projet de pilotage des projets d'investissement technologique et immobilier à l'Institut. Donc l'Institut Pasteur, c'est une fondation de droit privé reconnue d'utilité publique
Nous sommes un des leaders mondiaux dans la recherche biomédicale et notre mission, c'est bien sûr de trouver des solutions pour réduire les maladies dans le monde et améliorer la santé. On a 4 missions sociales. La recherche, la première mission fondamentale, l'enseignement, la santé publique. Certains d'entre vous sont peut-être allés se faire vacciner quelque part à l'Institut avant d'aller en voyage. Et la dernière mission, c'est la valorisation de la recherche. C'est important, évidemment, de chercher et que cette recherche ait un impact sur la santé. Donc, la recherche, c'est un environnement qui est très compétitif internationalement et on est leader, je l'ai dit, on souhaite le rester. Donc pour rester leader, il faut être en capacité d'attirer des scientifiques et de les attirer, d'attirer les meilleurs scientifiques, d'avoir les meilleurs plateaux technologiques et d'avoir finalement un environnement de travail dans lequel le scientifique, qui est un créateur, peut s'exprimer et peut donc trouver des solutions. Donc les investissements, c'est majeur pour l'institution. C'est évidemment au cœur de l'innovation. On a parlé à plusieurs reprises de l'innovation. Bon, si on cherche un truc qu'on a déjà trouvé, c'est pas très innovant. Donc nous, on cherche évidemment dans des domaines innovants. Quelques chiffres, c'est un budget annuel d'environ 350 millions. C'est à peu près une 50aine de millions d'investissements annuels. Et sur le sujet immobilier, nous avons récemment validé des gros projets pour un budget d'environ 130 millions. Voilà, ça vous donne un peu le cadre. Donc l'enjeu pour nous à la direction financière, c'était d'encadrer en fait ce processus d'investissement, de mettre en place une gouvernance autour de ce processus, de donner de la visibilité à nos instances parce qu'il faut quand même être en capacité d'allouer les moyens sur les meilleurs sujets. Le financement de la recherche, c'est un sujet, donc on n'a pas pléthore de moyens, comme à peu près, je pense, nombreuses personnes dans cette salle. Donc l'allocation des moyens, la visibilité, l'encadrement en amont. Et puis ensuite, c'est aider à la prise de décision, donc avoir la vision globale de tous les projets qui sont présentés par les scientifiques ou par les services immobiliers. Et puis ensuite, c'est exécuter correctement. On a parlé aussi tout à l'heure de conformité, bien sûr, de process, d'optimisation de process, de robotisation, et on est aussi dans ces sujets-là. Donc nous, notre projet, ça a été de mettre en place tout ça, en fait, de refondre ce processus end-to-end, enfin voilà, du début jusqu'à la fin, de mettre en place un certain nombre d'outils collaboratifs, d'outils BI, d'avoir une vision pluriannuelle de nos investissements. Et on l'a fait dans une démarche très transverse, en fait, avec nos interlocuteurs métiers, que ce soit les scientifiques ou la direction des services immobiliers et bien sûr la direction informatique qu'il ne faut pas oublier. Donc, avant de laisser le micro, je voudrais absolument remercier l'équipe. Donc, dans la salle, nous avons Laurence, Véronique, Marianne et Marie-Pierre. Et c'est absolument grâce à l'équipe, en fait, qu'on arrive à pousser ces sujets. Donc, je pense que c'est leur engagement et leur professionnalisme qu'à travers aussi ce prix, je voudrais saluer. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et l'heure fatidique arrive. La parole est au président du jury. Merci. Comme vous le voyez, en fait, on a 3 facettes parmi de nombreuses des fonctions du directeur financier. La facette facturation, qui est essentielle parce que si on ne facture pas, on n'arrive à rien. La facette investissement. Et puis la facette financement de l'investissement, parce que dans les collectivités locales, on est censé financer que des investissements, ce qui est différent dans le cadre de l'État où on finance malheureusement aussi le fonctionnement. Donc il fallait faire un choix. Ce choix était difficile. Du coup, on a décidé d'avoir 3 prix, 2 prix spéciaux, comme j'ai dit tout à l'heure, et un grand prix du jury. Les 2 prix spéciaux sont adressés à Françoise Periola pour l'optimisation des investissements et à Paul Bérard pour le financement vert.
Et puis, donc je suis heureux de leur remettre leurs 2 prix. Voilà. Et puis... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est assez naturel de penser que le dernier n'a pas un prix spécial, mais il a le Grand Prix. Et donc, on est très heureux de remettre le Grand Prix à M. Hugereau pour son très beau projet sur la facturation au CHRU de Nancy. C'était un très, très beau projet et qui a donné des résultats qui sont mesurables, comme les autres d'ailleurs. Mais bon, il fallait choisir, donc on a choisi celui-ci. Peut-être juste, avant de conclure et ajouter un point, ce qui est même très impressionnant dans les 3 exposés qui ont été faits, c'est que ce n'est pas le directeur financier tout seul qui travaille. C'est le manager avec l'ensemble de ses équipes. Et vous avez su remercier les uns les autres, toutes vos équipes, pour le travail qui a été accompli. Donc, un grand bravo et félicitations à M. Hugereau. Voilà. Et surtout le trophée. Oui.